C'était le 11 mai dernier, à bout de souffle, après 6 mois de combat pour sauver leur entreprise. Les salariés de GMS, la souterraine, piègent leur usine, menacent de la faire exploser. Ils détruisent des machines-outils. Ce jour-là, tous les médias de France sont à la souterraine. Les GMS sont entrés dans l'histoire. Retour sur 8 mois de lutte. Lundi dernier, le tribunal de commerce de Poitiers a une fois de plus repoussé la date de sa décision au 24 juillet. Que va-t-il se passer maintenant? Pour en parler sur ce plateau, Yann Augras, salarié de GMS, syndicaliste CGT, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, fraîchement élu pour La République En Marche, Didier Lavaux, maire de Crozant, salarié de GMS, Philippe Brancoin, historien, et Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, en duplex de Bordeaux. Messieurs, je vous propose de nous rendre tout de suite sur le site de GMS à la souterraine où nous attend Philippe Mallet. Philippe, que se passe-t-il aujourd'hui dans l'usine de la souterraine ? Écoutez Cécile, vous pouvez le constater vous-même, vous pouvez le voir, tout est calme, tout est à l'arrêt ici, pas un chat, pas un ouvrier, et cela pour 3 raisons. La première, c'est qu'à cette heure-ci, à 19h, un vendredi en plein été, en plein mois de juillet, eh bien rien ne justifie la présence d'ouvriers sur le site de la souterraine. La deuxième raison, c'est qu'une partie d'entre eux est montée cette semaine à Villeroy, dans l'Yonne, pour bloquer un site de production de Renault. Enfin, la troisième raison, c'est que l'usine est à l'arrêt depuis le 15 juin dernier, depuis que les commandes des 2 donneurs d'ordre, PSA et Renault, ont été stoppées net. Résultat, plus de commandes et donc plus de production. Alors aujourd'hui, les salariés, tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h15 précise, entrent dans l'usine. Ils passent par le portique situé un petit peu plus loin et ils attendent bien sûr la décision du tribunal de commerce de Poitiers. Philippe, merci beaucoup. Nous vous retrouvons à la fin de cette édition spéciale. Vous l'avez dit, l'activité pour les GMS cette semaine, elle était à Villeroy, dans l'Yonne, dès mardi matin. Ils ont bloqué le site Renault. Pourquoi? Comment? Retour sur cette folle semaine avec Isabelle Rio. Et on s'est trompé tout simplement de cassette. Retour sur la folle semaine à Villeroy, dans l'Yonne, avec Isabelle Rio. Tenir, encore, et plus que jamais. La pression, voici 8 mois qu'ils la vivent et la maintiennent, avec sans cesse des rebondissements et des ascenseurs émotionnels. Alors quand le ministère de l'économie annonce lundi que PSA n'allonge pas les 5 derniers millions d'investissements attendus, il s'organise, encore une fois. 4h30, les bus quittent la souterraine. Direction Villeroy pour bloquer le site Renault. Le combat, c'est la reprise par GMD, avec surtout plus d'emplois sauvés et des primes supralégales pour ceux qui seront licenciés. Et puis PSA dément, il confirme finalement un investissement de 4 millions d'euros dans du matériel. Mais c'est à nouveau le doute quand GMD annonce que les conditions suspensives ne sont pas levées et que sans une prolongation d'activité, l'offre ne pourra pas être validée. Alors le réveil ce mercredi 19 juillet à Villeroy sera-t-il le dernier? Car sûr, ils vont être fixés à midi par le tribunal de Poitiers. Mais nouvelle consternation, les juges reportent leur décision au 24 juillet. Au même moment, Bruno Le Maire, attendu à la mairie de la Souterraine, se rend finalement sur le site. Il garantit 15 millions d'investissements et 22 millions de commandes, un plan pour 120 emplois sauvés. Mais quel avenir pour les 157 autres? Yann Augras, vous avez encore ce soir des collègues sur le site de Villeroy dans l'Yonne? Bonsoir. Nous avons plus de collègues sur le site de Villeroy dans l'Yonne. Le site de Renault est totalement débloqué. Nous y avons passé 4 jours. Ça s'est excessivement bien passé. Il n'y a pas eu de conflit, quoi que ce soit. Et on ne s'enlève pas du tout dans l'idée, de toute façon, d'y retourner très très rapidement. Puisqu'une partie des salariés était sur le site, ça nous a permis de faire des tours de rôle. Mais je pense qu'on va très vite reprendre une action assez forte de ce côté-là. Dès lundi? Ça peut être dès lundi, ça peut être dès mardi. Certains salariés voulaient y aller dès dimanche soir. Donc ça va permettre de mettre les choses au point très rapidement et puis de remettre une action en place le plus tôt possible. Ça vous coûte de l'argent, ces actions extérieures? Ça nous coûte de l'argent, mais si on ne le faisait pas aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon moment que l'usine n'existerait plus et qu'on serait liquidé, qu'on serait mort. Donc ça déplaît sûrement à beaucoup de gens qu'on fasse cela, mais on le fait.
on le fait la tête haute et on se battera jusqu'au bout. Ça s'est passé avec... Il y a eu des heurts à des moments sur ces opérations extérieures? Jamais. Il y a pu y avoir des heurts avec certains routiers qui comprenaient des fois pas trop la chose. Et au bout du bout, le but, c'est le dialogue. Et on s'est toujours débrouillé, et ça s'est toujours très bien passé, que ça soit même avec les forces de l'ordre et notamment la gendarmerie. Dans n'importe quelle région, n'importe quel département où nous sommes allés, ça s'est toujours très bien passé. Pourquoi vous avez choisi de lever le siège ce soir? Pourquoi ? Tout simplement puisque, on l'espère, mais les routiers ne pourront pas rouler ce week-end. Donc le siège a été levé en milieu d'après-midi. Et il était aussi important que certains salariés revoient leur famille, puisqu'on est parti quand même depuis mardi matin à 3h30. Et des fois, il vaut mieux savoir s'enlever tout de suite pour retaper de plus belle et très rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dis que la semaine prochaine risque d'être très très chaude en action. Moi, je vous propose justement une rétrospective de vos actions, coup de poing, depuis ces tout derniers mois. Regardez. Renault, c'est pour bloquer Renault, pour faire pression, pour éliminer Yann Augras, est-ce que vous considérez que les politiques vous soutiennent suffisamment? Alors je pense que les politiques ne nous soutiennent pas assez, et ça serait bien que les politiques commencent un petit peu à se battre pour réellement leurs entreprises dans leur département, dans leur région. Alors justement, on va aller voir Alain Rousset, qui est en direct de Bordeaux. Monsieur Rousset, est-ce que tout a été fait au plan politique pour sauver GMES ? À l'heure d'aujourd'hui, je pense que oui. Le problème vient de l'histoire que cette usine, ses salariés ont vécu depuis 7-8 ans et qui est totalement lamentable. Indécent. Je n'ai pas de mots assez durs à l'égard des deux repreneurs précédents qui devraient être poursuivis. Pour l'heure, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une solution de reprise industrielle, que le plus de salariés soient repris, qu'il y ait des investissements et que le calme revienne. Ensuite, après, il faudra, et très vite, et la région s'y est engagée, mettre en place des dispositifs de formation, mettre en place des dispositifs permettant de développer d'autres entreprises ou les entreprises du site, de telle sorte que la souterraine ne devienne pas un désert industriel. Et je pense qu'il y a une trop forte tradition de savoir-faire pour que nous n'ayons pas de pistes. Monsieur Rousset, quels sont vos derniers leviers, vos dernières ressources pour permettre justement cette reprise par GMD ? D'abord le foncier et l'immobilier, parce que c'est une demande compréhensible par le repreneur. Et nous sommes en train de travailler avec la communauté de communes dont j'ai eu le président tout à l'heure, avec l'office public foncier, avec l'État, de telle sorte qu'il y ait dans la balance ce foncier, qu'il y ait la mise en place d'un plan de formation, de reconversion, de développement du site de la souterraine. Je pense que ce site a de fortes potentialités, y compris en termes de savoir-faire ouvrier, et puis faire en sorte que nous assurions la pérennité des engagements obtenus par le gouvernement des constructeurs. Aujourd'hui, justement, quel est le poids, je l'ai dit mille fois, quel est le poids, Monsieur Rousset, de l'État sur PSA et Renault ? Il est limité parce que Peugeot et Renault sont devenus des sociétés internationales, parce que depuis 40 ans, on a laissé la sous-traitance diminuer, parce que la sous-traitance ne s'est pas, avec les constructeurs, organisée de telle sorte qu'on ait des entreprises de taille intermédiaire capables de challenger les services achats des constructeurs, capables d'innover. C'est pour ça que je suis très attaché, et les salariés me l'ont montré lorsque je suis allé visiter l'usine,
à l'unité d'innovation et de développement. Je ne veux pas que se perde cette capacité de développement, de diversification d'une usine. Vous savez, quand une usine n'a que deux acheteurs, cette usine est fragile. Merci beaucoup, Monsieur Rousset. Jean-Baptiste Moreau, c'est votre tout premier gros dossier. Vous avez été élu en juin dernier pour défendre ce territoire creusois. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je veux saluer le travail des salariés parce que évidemment que leur mobilisation aujourd'hui a permis la poursuite de ce site, tout comme la mobilisation de la région qui, dans cette phase de transition, a permis de maintenir à flot et de continuer à payer les salaires des salariés. Maintenant, dès l'arrivée au gouvernement de Bruno Le Maire et par la suite de Benjamin Griveaux, ils se sont saisis du dossier. Il faut savoir que quand ils sont arrivés, il n'y avait plus de repreneurs présents puisque le dernier s'était retiré. Donc ils ont été recherchés, M. Martineau. On a eu d'autres contacts avec d'autres repreneurs, mais qui se sont avérés très peu sérieux. Bruno Le Maire, après avoir agi sur à la fois M. Tavares et M. Ghosn en direct, a réussi à obtenir ces 22 millions de commandes, plus, c'est ce qu'il est venu annoncer mercredi, les 15 millions d'investissements décomposés en 5 millions d'investissements de la part de l'État, 5 millions de la part de PSA et 5 millions de la part de Renault. Est-ce que le ministre, est-ce que le président, est-ce que vous en avez discuté avec M. Macron ? J'en ai discuté avec M. Macron quand il est venu en Haute-Vienne, à Bellac, et par la suite sur une exploitation agricole. On en a discuté. Je l'ai régulièrement au téléphone à ce sujet, en direct, oui. Est-ce qu'ils prennent vraiment toute la mesure de ce dossier crucial au plan territorial, au plan d'un petit département qui est la Creuse, évidemment, bien loin de Paris ? Évidemment, c'est le deuxième employeur privé du département. C'est 277 emplois, mais c'est plus de 800 emplois induits. Ils ont parfaitement conscience et ils se mobilisent à fond, et leurs équipes également, sur ce dossier pour cette raison-là. C'est qu'on ne peut pas laisser cette usine disparaître. Il faut assurer sa pérennité dans le temps. Et sa stabilité par la reprise par un véritable industriel et pas par, comme le disait M. Rousset, quelqu'un qui vient s'engraisser sur le dos de la société. Alors on parle beaucoup de l'après, de formation, de reclassement. Il est hors de question pour la majorité de ces salariés d'aller travailler à l'étranger, d'aller travailler ailleurs qu'en Creuse. Est-ce que vous allez œuvrer justement pour garder ces emplois sur le département ? C'est vital, évidemment, et c'est ce à quoi s'est engagé aussi Bruno Le Maire cette semaine, à savoir de ne laisser aucun salarié sur le bord du chemin et d'accompagner tous les salariés vers des solutions les plus adéquates possibles par rapport à leur situation personnelle. Et voilà, mais c'est évident qu'on va chercher à garder un maximum d'emplois sur le territoire parce que c'est vital pour le territoire dans son entier et pour le département dans son entier. Un dossier vital pour le territoire. GMS, c'est 277 emplois aujourd'hui menacés tous ou en partie. Les élus locaux, les maires des communes concernées qui comptent parfois plusieurs dizaines d'habitants qui étaient invités. C'était le 6 décembre dernier à une visite de l'usine Morceau Choisi. Regardez. Ça fait à peu près 30 ans qu'on fait ces pièces. C'est pour vous dire que quand ils veulent, Renault et PSA, ils peuvent laisser des pièces sur le territoire français. Je crois qu'on a tous été pillés. Et quand je vous dis tous, c'est les communes, vous, les élus, Valérie Simonet qui est présente. Valérie, si tu veux te joindre à moi. Je pense qu'il faudrait le préciser. Est-ce qu'on est tous d'accord, comme le dit notre collègue ? Didier Lavaux, vous étiez présent ce jour-là lors de cette visite, on vous a vu. Vous êtes maire de Crozant, 470 habitants. De quelle manière la fermeture du site ou le licenciement d'une partie des salariés impacterait une commune comme la vôtre ? Je crois que je ne vais pas regarder ça à l'échelle de ma commune, mais à l'échelle de toutes les communes, parce qu'on est 277 communes réparties sur plusieurs communes, sur plusieurs départements. 277 salariés répartis. Oui, excusez-moi. Salariés répartis sur plusieurs départements, et sur plusieurs communes. Et je crois que c'est un échec, puisque aujourd'hui, quand on sait que des emplois, c'est sur des emplois productifs, c'est bien ce qu'il faut voir. Donc de ces emplois, on a d'autres emplois derrière qui vont être menacés. On sait que on est très attaché à la proximité. Quand on parle de services publics, donc ces emplois soutiennent les services publics, et puis aussi ces emplois amènent la proximité dans le travail. Donc ça, c'est important pour nous. Donc pour nous, c'est vraiment un véritable échec.
le 13 juillet dernier. C'est une mesure légale hein, dans le cadre d'un redressement. Vous avez tous, les salariés, reçu une lettre vous demandant si vous étiez prêts à aller travailler à l'étranger. Ça jette un froid ? Oui, surtout à la veille de la fête nationale. Bon, ça jette un froid. En plus, c'est vrai que ces lettres, on les a reçues, on n'était pas avertis. On était surpris parce que on défendait depuis quelque temps un chiffre d'affaires pour conserver 277 emplois et on s'aperçoit que on n'est pas écouté. On a déjà mis en route une procédure. On appelle les ouvriers à se reclasser, même au-delà de la France, et sans vraiment vous dire où vous allez. Je trouve ça un petit peu quand même léger pour une procédure. Comment on vit, Yann Augras, avec une épée de Damoclès sur la tête pendant des mois ? C'est pas comment on vit, je dirais, c'est comment on est obligé de vivre. Parce que ça fait, certes, 8 mois que le combat est dur, que les salariés en ont, je dirais, plein le cul en parlant poliment. Le pire, c'est que ce qui va arriver, qui va être difficile, c'est que si ça peut convenir à monsieur le député 120 salariés, nous, ça nous convient pas. Et ça, on le martèlera. Il y a eu la bataille d'avant, là, il y a la bataille d'aujourd'hui, il y aura la bataille de demain. Parce que même s'il y a 157 personnes qui ne reviendront pas, les 157 continueront à se battre pour cette entreprise. Et je vous le dis, monsieur le député, je pense que si il y a 157 personnes qui restent sur le carreau, elle ne repartira pas, votre usine. Enfin, c'est pas la vôtre. Vous êtes encore un peu trop jeune dans le métier pour qu'on puisse dire que ça soit la vôtre. Mais elle ne repartira pas, c'est pas possible. On sait que si c'est pour devenir demain une entreprise de frappe à 120 personnes, et on sait que monsieur Martineau, qui est un vieux malin, où il a des sites, il a plus de 51% d'intérimaires. On sait très bien que demain, avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 22, les 120 personnes ne le feront pas. Donc qu'est-ce qu'il fera ? Il aura des intérimaires. Yann Augras, on comprend votre colère. Et je vous propose de regarder. Cette interview elle a été réalisée en mai dernier. C'est l'un de vos collègues. Il a plus de 50 ans, comme la majorité des salariés de GMES. Et vous allez voir son ressenti. Regardez. Non, vous savez, au bout de 55 ans, j'ai jamais passé par la NPE. Vous savez, il va falloir... je me mets sur Internet, je commence à Internet. Il va falloir faire des lettres de motivation. Il va falloir faire des demandes d'embauche. Tout ça. Il n'y a pas que moi, mais il y a plein de personnes, malheureusement, sur l'usine. Ça va être, mais je vous dis, très, 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 très dur. Et je pense que même, il y a même des personnes que ça va aller très, très loin. Je vous le dis bien. Vous pensez à quoi? Au suicide. Ah Vous oui. pensez qu'il y en a qui sont prêts à ça? Ah oui. Si je regarde à quelqu'un, certains. Je pense. Hein. Quand vous arrivez à bout, quand vous n'avez plus rien, ça arrivera. Hein. Malheureusement, j'ai bien peur. Hein. Philippe Lavaux, on sent un profond mal-être. Vous en parlez entre vous de ce mal-être? Ben oui, tout à fait, puisque je crois que moi, si j'ai 27 ans à l'intérieur de cette usine, bon, il y a des liens quand même entre nous, puisqu'on parle de nos vies privées, tout le monde est anxieux, parce que tout le monde a fait sa vie ici. Une moyenne d'âge de 50 ans, beaucoup ont des crédits encore pour leur maison, ils ont des familles, avec bien sûr des études assurées, ils veulent de la dignité, ils ne voudraient pas quand même voir leur famille s'écrouler, surtout que vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de deux personnes qui ont truandé, on va dire, cette usine. Puis à la base, c'était une usine familiale. Et je vous garantis que tout le monde aujourd'hui regrette ce patron qu'on avait pour avoir aujourd'hui ce patrimoine. Parce que c'est un patrimoine. On parle beaucoup de patrimoine d'histoire, mais c'est un patrimoine industriel important. Et je crois que c'est ce qui fait mal au cœur pour tout le monde. Tout le monde regrette, comme on dit, le période de froid. Quoi. Justement, Philippe Grandcoin, ce n'est pas la première grande crise pour le Limousin. Quelles sont celles qui ont vraiment marqué l'histoire de notre territoire ? Alors, de fermeture d'usines avec des conflits sociaux durs, il faut remonter à 1992 avec RVI et ça a été un conflit très, très difficile. Après, il y en a eu beaucoup depuis la Seconde Guerre mondiale parce que finalement, le Limousin, qui a un passé industriel très, très fort, il est victime de la mise en compétition, en rivalité des territoires. Alors, ça a d'abord été à l'échelle nationale. Ce fut ensuite à l'échelle européenne, maintenant c'est à l'échelle mondiale et en termes effectivement de coûts de production, d'accessibilité aussi du territoire, le Limousin est peut-être moins bien armé que d'autres territoires et donc des unités un peu isolées, il faut le dire aussi, comme l'unité de la souterraine, eh bien elles sont mises en concurrence et elles risquent de fermer. C'est un drame parce qu'il n'y a pas un bassin industriel comme on peut le trouver dans d'autres régions, donc la reconversion sur place
des personnels est très compliqué. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle révolution industrielle, d'une nouvelle façon d'envisager l'économie ? Bien évidemment. Alors, ça pose la question du poids, justement, de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'industrie en France ? Est-ce que l'industrie, ça reste de fabriquer des pièces pour des automobiles ou autres ? Est-ce que l'avenir industriel, c'est pas autre chose ? On sait aujourd'hui, par exemple, Internet fait un chiffre d'affaires très important. Alors, ça ne veut pas dire que le Limousin est condamné en termes de production économique, loin de là. Sans doute, il faut réinventer un nouveau modèle. Et là, c'est tout l'enjeu, à la fois au niveau régional, puisque la région est un très grand acteur économique, au niveau national aussi, pour redonner une compétitivité à ces territoires dans un modèle qui sera pertinent économiquement. Ça, ce sera votre rôle, Monsieur Moreau, de travailler à cela, à cette dynamique. Oui, tout à fait. Contrairement à ce que disait M. Augras, évidemment que 120 personnes, ça ne me satisfait pas et que je préférerais qu'on reprenne l'ensemble des salariés. Le problème, c'est que dans le cas d'espèce, on est dans l'urgence, qu'on a un seul repreneur avec un projet industriel à 120. Sans doute, effectivement, ça nécessitera beaucoup plus d'emplois. Alors, peut-être dans un premier temps des intérimaires, mais on espère que ces intérimaires se transformeront rapidement en emplois concrets. Mais voilà, dans le cas d'espèce, je préfère effectivement aujourd'hui 120 à 0, c'est sûr. Merci beaucoup. On a fait un point sur l'histoire avec vous, Monsieur Grandcoin. L'histoire, elle s'écrit au jour le jour pour GMS. Je vous propose de repartir un instant à la souterraine où nous attend Philippe Mallet pour faire un point justement sur les prochaines échéances. La première, c'est lundi avec la décision du tribunal de commerce de Poitiers, Philippe. Oui, Cécile, et cela, il y aura à ce moment-là deux hypothèses. La première hypothèse peu probable, une liquidation pure et simple. Et puis la deuxième hypothèse beaucoup plus probable, une nouvelle période d'observation qui pourrait aller jusqu'au 31 août prochain. Alors réponse lundi, vous l'avez dit, vers 18h, c'est assez tardif. Après le dépôt au tribunal de commerce de Poitiers des éléments complémentaires nécessaires à l'examen de l'offre de reprise par GMD. D'ici là, les salariés vont être encore dans l'expectative, encore dans l'attente. Certains ont accepté cependant de nous livrer leur témoignage, de nous livrer leur vision de l'entreprise, de cette entreprise qui est en quelque sorte leur deuxième famille. Je vous propose de regarder un extrait du documentaire du magazine que nous avons réalisé cette semaine. Au commencement de l'histoire de cette entreprise, l'ambiance était paternaliste. Puis est venue l'époque des réorganisations industrielles, des stratégies financières, des politiques ressources humaines. Pour ces ouvriers, le temps est désormais compté, mais cette usine restera toujours la leur. On a une moyenne d'âge de 50 ans, donc les mecs ont au moins 30 ans de boîte à peu près. Donc on est là depuis pratiquement le début, quoi. Il y a des personnes qui sont parties, qui étaient avec nous, des collègues avec nous, qui avaient 40 ans de boîte. Donc qui ont été là depuis le début. Un documentaire signé Philippe Mallet, Carl Constable, Alain Lafeuille, à voir sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine, ainsi que de nombreux articles sur le dossier GMS. Une frise historique afin de se remémorer toutes les grandes étapes de ce combat.